Comme je le dis tout à l'heure, nous allons parler du dialogue en République démocratique du Congo entre organisation, participation. Quelle priorité? C'est la question qu'on se pose ce matin sur ce 120. Et donc, il est là, question de répondre à nos préoccupations et aux vôtres, parce que nous pensons porter aussi vos préoccupations afin que les analystes politiques ou bien ceux-là qui sont dans ce secteur arrivent à nous donner des réponses adéquates. Et donc, c'est donc lui l'invité pour ce matin. Maître Nani Chamala, bonjour. Bonjour Madame Ebenezer. Déjà très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, parlons dialogue. Dialogue inclusif, ça se raconte et ça s'est dit partout. Comment vous arrivez d'abord à définir ces concepts, dialogue inclusif? Merci beaucoup Madame pour la parole, merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois que je participe à votre émission. J'aime bien cette émission parce qu'elle est beaucoup suivie et aussi les sujets analysés sont d'une importance capitale. Merci. Alors, pour revenir à votre question concernant le dialogue, la thématique dialogue inclusif, je vais commencer d'abord par vous préciser que je suis analyste politique. Je ne suis pas un militant. Donc, je vais cet faire des accent, analyses. Oui, en tant que très important. Vous créez un espace tout particulier. Oui, tout particulier parce que je ne parlerai pas comme étant un militant de l'opposition ou de l'Union sacrée, mais je vais tout simplement analyser le fait. D'accord. Donc, par rapport à votre question, les dialogues inclusifs. Je vais d'abord commencer par dire ceci, que lorsqu'on parle de l'inclusivité, lorsqu'on parle de dialogue inclusif, c'est-à-dire que c'est le pourparler qui vont prendre tout le monde. Il n'y aura personne qui sera écarté. Ok. Alors, ici, j'aime bien l'attaque. Ici, je me pose la question. Le Congo regorge plus de 120 millions de Congolais. Est-ce que nous aurons une salle où il y aura plus de 120 millions de Congolais pour dialoguer? Cette question que je me pose, je réponds par négativité. Je dis, nous n'aurons pas une salle où il y aura 120 millions de Congolais. Nulle part au monde, vous trouverez une salle de 120 millions de participants. Est-ce que ceux qui peuvent participer à ces dialogues auront quelle légitimité? Seront-ils élus par la population pour qu'ils représentent les 120 millions d'habitants, ou ce sont des personnes désignées par la volonté des autres? Donc, aujourd'hui, même si nous prenons tous les politiciens que nous connaissons, nous les mettons dans une salle pour commencer le dialogue, mettez-vous en tête que ce dialogue ne sera jamais inclusif. Parce que, je vais me poser la question, tous les chèques que nous avons sur la rue seront dans la salle? Sont-ils moins congolais que ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés, que ceux qui sont aujourd'hui des mandataires publics? Tous nous sommes des Congolais et le Congo appartient à tout le monde. Ce qui est important, c'est d'organiser les pourparlers. Et ces pourparlers-là ne doivent traiter que les questions essentielles. Mais discuter sur la question de l'inclusivité, pour moi, en tant qu'analyste, je suis en train de dire ici qu'il sera impossible d'organiser un dialogue inclusif aussi longtemps qu'on n'a pas organisé les élections. Parce que pour représenter quelqu'un, vous devez avoir son mandat. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre représenter une population qui ne vous a pas donné le mandat. Or, la population ne donne le mandat que par voie d'élection. Donc, pour vous, le caractère inclusif inclut, permettez cette éthologie, l'organisation ou la tenue des élections? Oui, il faut organiser les élections pour que ceux qui vont participer à ce dialogue inclusif soient des mandataires de certaines franges de la population. Mais quelqu'un qui n'a même pas, qui n'est pas député. Vous donnerez place à quel concept? Au cas contraire, je dirais tout simplement qu'il y a un dialogue politique. Il y a un dialogue politique. Impliquant les acteurs politiques. Impliquant les acteurs politiques, pas un dialogue inclusif. Alors, puisque vous le dites, est-ce que tout acteur politique doit prendre place
Les dialogues, quoi, au fait, les acteurs politiques qui peuvent participer à ces dialogues, moi je dirais ici tout simplement, peut-être que il y a des acteurs politiques à qui on reproche certaines choses. Il y a des acteurs politiques qui se reprochent aussi de certaines choses, et aussi il y a des acteurs politiques qui pensent qu'ils ont des idées à donner. Vous comprenez? On peut organiser le dialogue dans ce sens-là pour reprocher un certain comportement à quelques-uns qui, par exemple, pour ne pas mâcher les mots, par exemple, ceux qui soutiennent l'agression rwandaise, par exemple. À ces gens-là, on doit les reprocher certains comportements, leur donner une ligne de conduite, là où le pays doit aller et comment le pays doit se comporter face à l'agression. Il y a aussi d'autres qui, au fait, ils ont des idées à donner au gouvernement, par exemple, pour dire que non, voilà, à ce qui concerne la défense de notre patrie, nous voulons à ce que les choses se passent de telle ou de telle autre manière. Voilà comment on peut faire des choses. Et aussi, il y a des gens qui cherchent peut-être à accéder au pouvoir. À ces gens-là, ils doivent recevoir la leçon que non, voilà, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une seule voie pour accéder au pouvoir, c'est la voie des élections. Donc, si vous voulez à ce que vous puissiez vous retrouver aux affaires, qu'on attende en 2028, on organise les élections et tout le monde va se retrouver parce qu'on n'exclut personne aux élections. Si vous répondez aux critères établis par la loi, vous allez concourir avec tout le monde et vous retrouver aussi aux affaires. Alors, quels sont les critères d'abord de choix ou de sélection pour vouloir prendre part? Est-ce qu'on doit porter sur peut-être le poids politique ou sur l'engagement sur le plan militaire, diplomatique et autres? Si nous devons parler par rapport au poids politique, le poids politique en République démocratique du Congo, où généralement le poids politique se mesure au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette façon de voir les choses va résoudre l'affaire, va résoudre les problèmes que nous avons? Non, parce que vous allez trouver qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a d'autres qui se proclament eux-mêmes leaders politiques, mais ils n'ont même pas un député, même pas un conseiller communal. Et c'est pour dire que ces gens-là n'ont pas un poids politique? Non. Nous pouvons faire ceci, voir quand même des gens qui amènent les idées, qui peuvent contribuer à l'évolution du pays, qui peuvent contribuer aux résolutions de la question que nous avons, parce que le conflit que nous avons ici à Hainaut, c'est un conflit sécuritaire, ce n'est pas un conflit politique. Nous avons un problème de la sécurité. Notre pays est agressé par le Rwanda et il faut que tous ceux qui peuvent se retrouver autour d'une table soient des gens qui peuvent apporter des solutions à ce problème-là que nous avons. Et si l'auteur des agressions de l'autre côté et aussi se décide de prendre part pour vraiment être associé dans la patte, qui sont de trouver des solutions, je cite la FCM 23 et autres, vous voyez un dialogue avec toutes ces parties? La République démocratique du Congo a connu de telle sorte de dialogue, mais ça n'a pas résolu le problème. Donc ce n'est pas un bon exemple. Ça a aggravé la situation. Ce n'est pas un bon exemple. Okay. Je suis en train de soutenir ici la position du président de la République, même du gouvernement, pour dire que à ce dialogue-là ne peuvent participer que des gens qui n'ont pas touché aux armes pour tuer les Congolais. Parce que ceux qui ont pris des armes pour tuer les Congolais aujourd'hui, ils ont pris ces armes-là, ils se sont des envoyés du Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. C'est par eux que le Rwanda est passé. Vous les considérez comme des boulets? Non, ce sont des anti-patriotes. Oh. Ils ne peuvent pas participer à ce dialogue-là. C'est le dialogue des Congolais, des patriotes congolais. Ce n'est pas un dialogue où vous allez trouver des Rwandais dedans et tout ça, non. Mais ils portent aussi la nationalité congolaise, d'autant plus qu'ils étaient dans les affaires. Le fait de porter la nationalité congolaise ne vous octroie pas le droit de tout faire en République démocratique du Congo. Parce que vous savez, la question de la nationalité, elle est multiple. Parce qu'il y a ceux qui bénéficient de la petite nationalité, la naturalisation, la grande naturalisation et tout ça. Il y a aussi d'autres qui ont acquis la nationalité congolaise tout simplement par le fait de rester longtemps au Congo, mais pas être congolais. Il y a d'autres aussi qui ont reçu cette nationalité par le fait des armes et tout ça. Donc vous comprendrez que Congolais, c'est lui qui a l'amour du Congo. C'est celui-là qu'on appelle Congolais. Celui qui a le patriotisme en lui, c'est celui-là Congolais. Ce n'est pas Congolais parce que vous avez un passeport congolais ou la carte d'électeur que vous pouvez avoir partout ailleurs. Alors, puisque vous en parlez, est-ce que vous pensez que toutes ces conditions devront être imposées ou négociées bien avant la discussion autour de la table?
En fait, ce ne sont pas des questions qui seront négociées. Voilà un peu ce que je suis en train de dire ici. Nous sommes en politique. Et la politique, c'est lui qui a la signature qui dicte les normes. Vous pouvez aller à gauche, à droite, vous pouvez dire, vous pouvez contester Tshisekedi, vous pouvez l'accepter, mais sachez que le dialogue, même le format, tout sera défini par le président de la République. C'est lui qui a la signature. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va convoquer. C'est lui qui connaît qui va participer et qui ne participera pas. Parce que pour le moment, lui a la signature. Il peut refuser de convoquer, il peut convoquer, c'est lui. Donc c'est la politique. La politique, ce n'est pas un monde de cadeaux. La politique, c'est un monde, comme les Congolais disent, les Quinois disent, monde en co. Donc, lorsque je suis déjà aux affaires, je peux me décider de tout faire pourvu que je respecte les lois de la République. Avec cet esprit, c'est le peuple qui est sacrifié, c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui subit les conséquences, alors que les avantages sont pour autrui, sont pour une catégorie de personnes bien connues et bien précises, malheureusement. C'est lui qui peut voir que le peuple, et ça c'est pour l'intérêt du peuple, ça c'est pas pour l'intérêt du peuple, c'est la personne qui a reçu le mandat de ce peuple-là. Ce n'est pas quiconque qui peut se mettre là et juger. Donc la charge revient au président de la République, à qui la population congolaise avait donné 70 quelques pourcentages de suffrage. Donc c'est celui-là qui a la volonté du peuple, c'est celui qui connaît et qui sait là où il veut amener ce peuple-là, qui lui avait fait confiance. Voilà un peu. Nous devons éviter aussi ces histoires-là. Vous voyez quelqu'un qui se met au coin et dit « je parle au nom du peuple » alors qu'il n'a même pas été élu comme conseiller communal. Vous voyez un peu des choses comme ça. Ce sont des choses à éviter. Alors, puisque vous en dites, est-ce que vous pensez bien qu'au-delà de positions des uns comme des autres sur la question de dialogue aujourd'hui en RDC, vous pensez que ce processus permettrait d'abord de mettre le Congolais ensemble, de favoriser une paix durable? C'est vraiment l'issue favorable? En fait, la question, le dialogue, en fait, c'est juste pour calmer un peu les tempêtes, hein, pour calmer un peu les sensations de part et d'autre. Vous avez vu, lorsque il y a eu des marches qu'on avait organisées dans la ville ici et tout ça, il y a eu des blessés, il y a eu, bon, pour des morts là, même ceux qui avaient organisé, même ceux qui étaient invités, qui avaient publié 10 morts, ils avaient renié leur propre tutelle. Ils ont dit que non, ces tweets-là, ce n'est pas moi, donc on a piraté, ces tweets-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas certifié et tout ça. Alors qu'on nous parlait de 10 morts, d'autres parlaient de 4 et tout vrai. Ça. Et vous avez vu même ceux qui étaient atteints par balle. C'est pas vrai. Vous avez vu même ceux qui étaient atteints par balle. Vous minimisez le... Bon, continuez, je vais... Vous avez vu même ceux qui étaient atteints par balle 3 jours après. C'est là que je félicite le médecin congolais. J'ai dit ce sont des vrais médecins. Donc quelqu'un qui est atteint par balle, 3 jours après, il prend même l'avion. Donc ce sont des, nous avons vraiment des grands médecins en République démocratique du Congo qui, lorsque vous êtes atteint par balle, dans 3 jours, même la plaie même est cicatrisée même. Donc vous marchez correctement alors que vous avez été atteint par balle. Donc vous voyez qu'avec des choses comme ça, nous pouvons... C'est pour éviter toutes ces tralala-là que le président de la République juge bon de convoquer ces gens-là pour leur donner quand même une leçon. Que non, voilà, en République démocratique du Congo, voilà comment il faut se comporter. Vous ne devez pas commencer à fomenter des choses, donner des fausses informations, tout simplement pour discréditer le pays. Ce n'est pas bon. Nous n'avons que ça comme pays. Si eux ont d'autres nationalités, mais nous avons que la République démocratique du Congo comme pays et nous n'avons que la nationalité congolaise. Alors nous ne pouvons pas accepter à ce que de gauche à droite qu'il y ait des gens qui vendent l'image très mal de la République démocratique du Congo alors qu'il n'y a pas eu de morts, vous dites qu'il y a eu de morts. Il n'y avait pas de balles tirées. Après, non, ce n'était pas des balles, c'était des grenades à fragmentation, des histoires comme ça. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle balles. Alors, puisque vous avez quand même fait appel dans vos durs, vous l'avez quand même signifié, parlons de l'opposition. Oui. L'opposition dit être favorable au dialogue. Voilà pourquoi il a quand même, elle a suspendu sa marche du 22 juillet à passer. Eh bien, toutefois, oui au dialogue, mais avec un ultimatum. Que ce dialogue soit tenu tout au plus le 15 août. Si elle n'est pas tenue, si en tout cas l'organisation ne tienne pas à la date du 15 août, l'opposition, je ne sais pas la suite, mais bon, on en a quand même un ultimatum du 15 août. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous devons éviter la politique d'impression. La politique d'intimidation, nous devons l'éviter. On a vécu pendant longtemps avec
le maréchal Mobutu, à qui on a tout promis, mais rien n'est arrivé, jusqu'à ce qu'il s'est senti fatigué, et puis la sous-région ainsi que la communauté internationale a décidé de le faire partir. La politique d'intimidation ne paye pas. La politique d'intimidation sert tout simplement à remplir les poches de ceux qui intimident. Vous comprenez un peu? Je vous dis qu'en République démocratique du Congo, nous parlons de l'opposition. Oui, sur les textes, dans la Constitution, c'est consacré l'opposition. Mais en réalité, quand vous regardez la façon dont cette opposition-là se comporte, moi je dirais qu'il n'y a pas en réalité des opposants, il n'y a que des commissionnaires, il n'y a que des syndicalistes que nous constatons sur les lits. Parce que dire qu'ils ont annulé la marche, madame, je me rappelle, j'étais avec vous sur ce plateau ici. J'étais avec vous sur ce plateau, avec votre confrère. Je vous avais dit que cette histoire du 8 mars, le 8 juillet, ça ne se tiendra pas, ça ne s'est pas tenu parce que je connais les Congolais. Cette histoire du 22, ça ne va pas se tenir parce que je connais les Congolais. Et puis, vous savez que j'avais dit ici que Tshisekedi a joué de la plus haute politique pour distraire cette opposition-là. Ils ne feront absolument rien. Ils connaissent très bien l'opposition. Ils peuvent donner 100 000 ultimatums. Ils peuvent donner 100 000 ultimatums. Il n'y aura rien du tout. J'emprunterai ici les expressions de Lambert Mende Omalanga qui disait qu'il y aura un matin, il y aura un soir. Et le ciel ne tombera pas sur les têtes des Congolais à cet ultimatum du 15 août. C'est pour dire quoi? Ils sont maintenant pressés pour accéder au pouvoir. Parce que ce qui est là-bas, c'est quoi? Quand on va négocier... Donc vous nous présentez un tout nouveau tableau des opposants qui sont assoiffés de vouloir revenir ou être aux affaires. Madame, je suis en train de venir. Je vous donne déjà un exemple. C'est que pour reporter la marche du 22, lorsqu'ils sont allés rencontrer le cardinal et autres, vous savez qu'ils ont réclamé l'argent. Ils ont réclamé l'argent. Vous pouvez affirmer? Oui, j'affirme ici qu'ils ont réclamé l'argent. Ils ont réclamé l'argent. Nous vous écoutons. Et lorsqu'ils étaient partis à Bujumbura, ils étaient partis là-bas, ils savaient qu'ils allaient avoir des enveloppes pour venir ici. Et vous n'avez pas vu ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition. Ils s'insultent de gauche à droite. Ils s'insultent de gauche à droite. J'ai suivi ici, c'est certifié, j'ai suivi la conversation d'Elise Sanga avec Mamba du M23. Madame, c'est ce qui prouve à suffisance que ces gens-là sont ensemble. Mais ils font semblant ici à Kinshasa, comme si ils ne sont pas avec les M23. Mais vous savez pas que non, vous nous mettez pas dans un dilemme ou carrément un contraste dans la mesure où vous refusez, en tout cas ceux-là qui ont touché les armes et qui ont trahi AFC M23 et autres, mais vous acceptez l'opposition que vous-même dénoncez, vouloir être de mèche avec cette coalition de l'autre côté. Comment vous expliquez ça? En fait, je crois que ce dialogue-là, c'est pour éviter l'hypocrisie. C'est pour éviter l'hypocrisie. Mais vous savez que c'est l'enjeu de tout un pays, c'est l'intérêt de la nation et de son peuple, vous le savez. Mais oui. Lorsque vous allez déceler, lorsque vous décelez qu'il y a des hypocrites au sein de la société, il faut organiser la façon de les démystifier, les exposer à la clameur publique, pour faire voir à la population que voilà ces gens ici qui disaient que non, voilà, nous ne sommes pas avec les M23. Voilà aujourd'hui comment ils traitent avec les M23, alors que les M23 et tout ça, ils ont financé la mobilisation de marche de 8 juillet. Ils ont financé, l'argent est tombé de gauche à droite, ils ont financé, ils ont mobilisé. Le 8, ils ont reporté. Le 22, ils ont reporté. Le M23 est fâché. Pourquoi vous avez perçu autant d'argent? Maintenant, vous êtes en train d'annuler sans nous consulter, sans avoir notre autorisation. Vous comprenez un peu? Alors, avec ça, madame, je suis en train de vous dire que nous devons nous dire des choses clairement. Il ne faut pas mâcher les mots, dire que non, quand on va dire ceci, tel va se fâcher, tel va se fâcher. Mais il y a plus de 120 millions d'habitants. Si un seul individu se fâche, qu'est-ce que cela va dire, va faire? Même la rébellion que vous voyez à l'est de la République démocratique du Congo, c'est détaillé noir sur blanc. Il n'y a pas une rébellion là-bas. C'est l'armée rwandaise qui occupe les espaces congolais. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'un Congolais est capable d'aller organiser une rébellion et venir renverser le pouvoir.
Même le Rwanda lui-même, qui avait commencé à dire qu'ils viendront fêter le 30 juin ici à Kinshasa. Vous avez déjà entendu encore une Nanga chanter de cette façon-là? Parce qu'il sait que c'est impossible, ils ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Alors, pourquoi nous devons être des hypocrites, commencer à parler comme s'il y a un camp de vaincus et les autres de vainqueurs? Non, ce n'est pas ça. Ici, nous sommes dans un régime démocratique qui est consacré par une constitution et nous devons respecter ces textes et attendre les échéances. Si à cette échéance-là, il n'y a pas des élections, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mais j'avais dit ça ici, que ce que l'opposition est en train de faire ici, ils sont en train de préparer le glissement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc, ces gens qui se réclament de l'opposition, en réalité, ils ne sont pas des opposants. Ce sont des petits de course du pouvoir. Parce qu'ils vivent de ce pouvoir ici. Ils vivent de ce pouvoir. Donc pour dire que... Ils vivent de ce pouvoir. Ils sont là pour tout simplement masquer ou tromper la population. Il faut dire la vérité à la population. Tshisekedi a lancé une idée qu'il faut changer la constitution. Vous avez dit non? Voilà comment ils sont tombés dans le piège. Non, on ne peut pas organiser le référendum parce qu'il y a Bukavu, il y a Goma, il y a Bunagana qui sont occupés par l'armée étrangère. Mais s'il faut organiser les élections, qui est une réalité, voilà, qui est une réalité, vous ne pouvez pas organiser le référendum. Maintenant, le référendum, c'est quoi? Le référendum, ce sont des élections, des consultations d'une population pour l'adoption de ces textes-là fondamentaux. C'est aussi, on peut organiser les référendums, soit par rapport à la cession d'une partie du territoire, par rapport, il y a des matières qui sont déterminées là-bas. Mais, lorsque vous voulez organiser les élections, pour avoir un président de la République démocratique du Congo, en 2028, le président qui doit être élu, c'est un président de tous les Congolais, de Bunagana à Mombasa, de Bunagana à Mwanda plutôt. Donc, ce sont des Congolais qui doivent voter leur président. Maintenant, si nous organisons les élections avec ces provinces-là, qui ne sont pas sous notre gestion, et ils auront qui pour président? Alors, c'est-à-dire que les opposants ici préparent déjà le glissement de Tshisekedi. Et ils ont vu que Tshisekedi va glisser. Maintenant, ils se disent ceci. Sous un autre mandat, ces opposants ne vivront pas. Non, mais non. Ils se disent que si Tshisekedi glisse sans nous, nous continuerons toujours à être au chômage. C'est ça, au fait, le problème. C'est ça la crainte. C'est comme ça que vous voyez que non, on va donner l'ultimatum jusqu'au 15. Si on ne le fait pas au 15, vous allez faire quoi? Donc, on revient sur la fameuse phrase « enrichissons-nous ». Moi, je ne suis que sur vos dires. Mais oui, je suis responsable de ce que j'ai dit. Okay. Ce sont vos questions et les réponses viennent de moi. J'assume mes réponses. J'assume. Alors, Maître Denis Tiamala, vous avez quand même posé plusieurs conditions par rapport à ce dialogue. Est-ce que vous pensez que ces conditions faciliteraient en tout cas, ces dialogues ou risquent-elles de les compliquer? Je vous dis que même si aujourd'hui, Tshisekedi disait qu'il va appeler tout ce monde-là, tous ces tueurs de Congolais, autour d'une table, il y aura toujours certaines voix qui vont s'élever pour contester le dialogue. C'est pourquoi je vous ai parlé ici de concept d'inclusivité. C'est vraiment difficile et impossible d'atteindre. Ça, c'est un idéal en République démocratique du Congo. Nous ne serons jamais ensemble. Tout le monde ne sera jamais ensemble. D'ailleurs, je vais vous dire, l'Union sacrée a combien de partis politiques? L'Union sacrée a combien de partis politiques? Aujourd'hui, la soi-disant opposition a combien de partis politiques? Qui va participer à ce dialogue et qui ne va pas participer? C'est là où il y aura des problèmes. Parce que c'est lui qui va rester. Donc vous nous présentez un dialogue fiasco. Vous nous présentez un tableau d'un dialogue fiasco. Ce n'est pas un dialogue fiasco. Moi, je suis en train de dire qu'on ne doit pas s'attacher à des termes pour dire que si tel terme n'est pas respecté, si tel. Non, je dis ici que les dialogues dépendent que du président de la République. C'est lui qui va déterminer ce qui va arriver. Mais partons de vos conditions. Vous pensez que nous sommes sur une voie... Les conditions, vous savez pourquoi les conditions là sont là? Vous savez pourquoi? C'est pour empêcher à ce que tous ces désordres-là puissent se manifester lors du dialogue. Lorsque vous vous retrouvez en dehors de ces conditions-là, vous êtes exclu. Vous ne serez pas au dialogue. Ça, c'est l'inclusivité ou c'est l'exclusivité?
Vous voyez un peu? Lorsque on dit que les élections, pour être candidat président, voilà les conditions. Et tout le monde n'est pas dans ces conditions-là. Cette loi-là n'est pas exclusive. Ce n'est pas exclusif. Mais on dit que ce sont des élections, tout le monde peut participer. Voilà ceci, voilà cela. Mais on trouve quand même qu'il y a des conditions. C'est déjà exclusif. Et aussi, vous ne pouvez pas avoir un dialogue où il n'y a pas de conditions. Il doit y avoir toujours des conditions. Parce que s'il n'y a pas de conditions, allons-y prendre toutes les dames qui vendent le long des Kalamou là, au niveau des Ikida et partout ailleurs, pour qu'ils participent. Et nous aurons quelle salle? Même si on organise ça au stade des martyrs, ça ne va pas convenir. Vous voyez? Donc il y aura toujours des conditions et d'autres seront, par exemple, exclus et d'autres non. Mais aujourd'hui, mettez-vous en tête que si on organise les dialogues et que moi je ne suis pas dedans, je n'accepterai pas. Vous comprenez? Je n'accepterai pas les dialogues où moi je ne suis pas partie prenante. Parce que je suis congolais comme tous les autres. Pourquoi moi je ne dois pas participer? Alors vous nous présentez un... Donc c'est pour vous dire que ça dépendra que du président de la République. Okay. La réussite ou l'échec du dialogue dépendra du président de la République. Parce que c'est lui qui sait comment appeler les gens, tel vient, tel vient. Si, lorsqu'on a invité l'opposition à Bujumbura, qui avait choisi ces gens-là pour qu'ils puissent aller représenter l'opposition? Qui les avait choisis? Alors, vous nous présentez quand même un format du dialogue. Nous sommes en train de vivre dans la loi du plus fort. Vous nous présentez un format du dialogue dont le caractère inclusif reste à douter. Impossible. C'est impossible. Moi, je dis douter, vous parlez de l'impossibilité. Impossible, parce qu'il y a des gens qui disent non, si tel n'est pas là, si tel n'est pas là. Non, mais si moi je ne suis pas là, le dialogue là n'est pas inclusif. Ah, d'accord. Moi, je ne suis pas congolais. Moi, je suis congolais. Alors, il n'y a pas un Congolais plus que les autres. Maître Dani Tchamala, puisque nous parlons de ces dialogues, que ce soit à caractère simple ou inclusif, ça reste un dialogue. Ça, c'est ma dernière question. Alors, quelles sont les priorités sur la table? Nous serons autour de la table pour le partage du gâteau ou nous serons sur la table pour traiter les questions de la nation? Et si c'est vraiment ça dont il s'agira, quelles sont les priorités d'après vous? D'abord, je vais commencer par vous dire que les questions de la nation ne sont pas traitées par tout le monde. Tout le monde ne peut pas traiter les questions de la nation. Ne peut traiter les questions de la nation que celui qui a le mandat de cette nation-là. Donc, le président de la République. Deuxièmement, lorsque on va traiter des questions au niveau des dialogues, nous devons d'abord comprendre une chose. Nous discutons sur quoi? Nous avons quel problème? Le seul problème que nous avons ici, nous n'avons pas la crise de légitimité parce qu'il y a eu des élections de 2018 qui ont fait à ce qu'il y ait une passation pacifique du pouvoir. Nous avons eu des élections de 2023 qui ont consolidé cette passation pacifique du pouvoir dont le président en place avait gagné. Et que celui qui venait deuxième en 2018 est devenu troisième et celui qui était exclu de ces élections était deuxième. En l'occurrence, Moïse Katumbi. Vous comprenez un peu? Alors, maintenant, s'il faut discuter des questions au dialogue, nous devons cibler le problème. Okay. Nous devons cibler le problème. J'ai apprécié ici la position de certains compatriotes. Ils disent que ce dialogue-là doit être public. C'est-à-dire que lorsque les gens discutent, les journalistes doivent être là. Et on doit transmettre ça en direct. Retransmission en direct. Voilà, on doit transmettre ça en direct. C'est ce qui m'intéresse dans tout ça. Moi, je serai là pour présenter aussi mes revendications en tant que Congolais. Mais si je ne suis pas là, le dialogue n'est pas inclusif. Mais vous l'avez quand même dit, tout le monde ne prend pas part quand même. Mais si tout le monde ne prend pas part, pourquoi on insiste sur l'inclusivité? Mais c'est vous qui avez dit. Mais c'est ça ce que je vais vous dire. C'est comme ça que je dis que c'est le président de la République qui va, même les gens qui vont participer, c'est lui qui va choisir. De définir les caractères du dialogue et de qui il prendra part. Voilà. Ce sont les mots du maître Dani Tchamala. C'est avec ces mots que nous allons quand même vous libérer pour cette antenne. Il aura toujours à dire lorsqu'il s'agira de la nation. Donc on peut toutefois l'arrêter pour aujourd'hui. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation, Dani Tchamala. C'est à moi de vous remercier. Toutefois, souhaiter la bonne chance à la République démocratique du Congo et demander à ce que les institutions de la République soient respectées conformément à la Constitution et que nous puissions tabler tous sur la question de l'agression rwandaise
afin de boutre l'ennemi dehors et rester avec l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cela permettra à ce que nos compatriotes de l'Est puissent retrouver leur quiétude. Merci beaucoup. Merci. Donc, il était l'invité de cette antenne matinale. Il est analyste politique. Nous allons cette fois-ci prendre le procès Frivao. De l'autre côté, à la Cour de cassation de la Gombe, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a quitté la plénière. L'homme, encore une fois de plus, crie à l'innocence et crie à une manipulation dans ces dossiers, d'autant plus que pour lui, le dossier a été clos depuis. Mais pourquoi revenir? C'est pour nuire à sa personne. On l'écoute juste après avoir quitté la plénière de ce lundi 27 juillet. Me condamner injustement, mais aussi surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez combattu un système, le système mafieux, qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et se sont organisés en un petit groupe pour non seulement